Il était temps. 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 Il était temps qu'on se parle. Bonjour et bienvenue dans Il était temps qu'on se parle, le podcast qui libère la parole. Je suis une femme de 31 ans et à l'origine de ce podcast se trouve mon vécu et ma rencontre avec la puissance de la parole. À travers ce podcast, je souhaite témoigner, éveiller, donner la parole à d'autres femmes et la diffuser. Ce premier sujet en 3 parties traite du viol et de ses conséquences. Pour le réaliser, je me suis entourée de 4 autres femmes, Nathalie, Emma, Corinne et Sandra. Nous nous sommes réunies en ligne pour nous parler, mais aussi pour nous écouter, l'écoute bienveillante étant tout aussi importante que la parole elle-même. Au cours de ces enregistrements, vous entendrez souvent les termes sidération, dissociation, amnésie traumatique et mémoire traumatique. S'ils ne vous sont pas familiers, je vous invite à aller chercher leur définition afin d'avoir la meilleure compréhension possible des témoignages qui vont suivre. Enfin, si certaines histoires sont trop difficiles à écouter, souvenez-vous que vous pouvez à tout moment appuyer sur pause ou quitter le podcast. Je vous souhaite une bonne écoute d'Il était temps qu'on se parle, le podcast qui libère la parole. On va passer à Corinne. Est-ce que ça te va de prendre la suite ? Donc, je t'invite à nous raconter un petit peu ton histoire. Mon histoire, un peu sordide, un peu beaucoup, je dirais même. Donc, j'ai 12 ans et demi. On déménage, on est en août 1978. Donc, je suis la benjamine d'une fratrie de 4 enfants, un père au chômage, une maman fragile psychologiquement, nerveusement. Donc, on arrive dans cette nouvelle ville. Et puis, j'ai toujours été attirée par les enfants, par les tout petits. Je fais un peu le tour du nouvel endroit où on habite. Et puis, je reconnais un individu qui jouait au basket avec mon frère, qui jouait en national au basket avec mon frère, et qui connaissait également mes parents. Et donc, c'était un peu mon refuge tous les jours. J'allais à la fenêtre de la salle découvrir un peu un visage que je connaissais. Et donc, cette maman venait d'avoir son 2e enfant, un bébé. Donc, jusqu'au jour, elle me dit, tiens, rentre. Très vite, il a eu la main mise sur moi, ce monsieur. Il avait 35 ans, j'en avais 12 et demi. Donc, on ne va pas partir dans les détails, parce que les détails sont glauques. Mais il m'a violée pendant 3 ans et demi, parce que j'étais la baby-sitter de ces 2 enfants, 2 fois par semaine, les mercredis, les samedis, parce que les samedis soirs, il y avait le match de basket. Donc, je gardais les enfants. Je passais la nuit sur place. Il rentrait. Et quand il rentrait avec sa femme, ils allaient dormir dans le canapé. Et puis la nuit, il attendait que sa femme s'endorme et il me rejoignait dans le lit où les 2 enfants dormaient au pied du lit. Donc, c'était pratique, en fait, quoi. Juste pour vous raconter le premier viol, pour vous expliquer un peu le côté sordide qui s'est passé dans la salle de bain, sur la table à langer des enfants. Et je m'en souviens comme si c'était hier, quoi. Il m'a fallu une séance de MDR il y a 1 mois pour essayer de me détacher de cette image qui revenait toutes les nuits depuis 42 ans, 43 ans. Elle est à peu près partie, pas complètement encore, mais c'est mieux. J'étais bien rémunérée pour être baby-sitter, mais cet argent, j'en voyais pas trop la couleur, en fait, parce que quand je rentrais chez moi, mon père, qui était alcoolique, me prenait cet argent. D'où cette impression d'avoir fait la pute, de m'être prostituée pour lui. J'ai tout fait pour cet individu. J'ai tout appris. Il appelait ça des leçons d'amour. Leçon d'amour numéro 1, leçon d'amour numéro 2, leçon d'amour numéro 3. En fait, cette emprise qu'il a eue sur moi très très vite ne m'a pas fait penser un seul instant que j'ai pu être violée. Pas du tout, parce qu'en fait, il disait que toutes les filles de mon âge faisaient ça. 12 ans et demi, on est dans les années, à peine les années 80. Je ne pouvais pas me douter qu'il se passait quelque chose de grave, non, pas du tout.
Donc, on est passé vraiment par des actes les plus pervers les uns que les autres, quoi. Et quand je dis pervers, on est allé vraiment dans le summum. J'étais enceinte, j'avais 13 ans et 10 mois, avorté en janvier 80. Donc, vraiment, ça dépasse l'entendement, quoi. Donc, après, on se pose la question, mes parents, qu'est-ce qu'ils ont pu voir? Mes parents, rien. Moi, je vous dis, un père alcoolique, une mère sous médoc anxiolytique, traitement pour la dépression, traitement pour dormir, traitement pour ceci, traitement pour cela. Rien. Strictement rien. J'ai vécu ça dans la plus grande solitude, sans que personne me tende la main, que ce soit au collège, que ce soit au sein de ma propre famille. Rien. En fait, dans la famille où j'allais garder les enfants, seuls eux m'attachaient un peu d'importance, un peu d'estime sur moi, quoi. Mais à quel prix? Au prix le plus fort. Et ça a duré jusqu'à l'âge de 15 ans et demi. 15 ans et demi où j'étais également le jouet pervers des amis de monsieur. À Noël, j'étais le cadeau. J'étais le cadeau de monsieur. Donc, pas besoin de vous dire que Noël, pour moi, c'est juste le pire moment de l'année, quoi. J'arrive toujours pas à passer un Noël normal. Et toutes les photos qu'il a pu faire de moi, les photos quand il m'a appris à le masturber, les photos quand il m'a appris à faire des fellations, et bien d'autres choses encore. J'étais déjà une adulte en termes de vie sexuelle, sauf que je n'avais que 12 ans et demi, 13 ans, 14 ans, 15 ans. J'ai commencé à vouloir lui échapper en juin 1981. Je me souviendrai toujours, on était juste après les élections de François Mitterrand. J'allais entrer en seconde. Et là, je sentais qu'il y avait quand même quelque chose qui n'était pas normal, quoi. Je n'étais pas complètement idiote non plus. Et dans ma tête, je me suis dit, il faut que je profite de mon passage en seconde pour pouvoir échapper. Mais c'était compliqué parce qu'en même temps, j'étais un moyen de ressources pour que mon père s'alcoolise. Donc, j'étais prise entre le marteau et l'enclume, quoi. Comment sortir de tout ça? Donc, jusqu'au jour où j'ai dit, je ne retournerai plus là-bas, mais il m'a coursé quand même jusqu'à l'âge de 18-19 ans où c'était très compliqué pour moi. Où malgré tout, quand j'ai connu le papa de mes enfants, il a fallu que je lui présente. C'était compliqué pour moi, ça. C'était difficile. J'ai connu le papa de mes enfants, j'avais 20 ans. L'amour de ma vie, Bruno. J'étais enceinte de mon fils aîné très, très rapidement après que l'on soit connu. Mais Bruno, lui, n'était pas amoureux de moi, quoi. J'étais là. Lui voulait que je me fasse avorter de cette grossesse. Dans ma tête, c'était pas possible. Un avortement, mais pas deux. Donc, Bruno, je lui avais dit, tu sais, je suis enceinte, mais cet enfant, je le garderai. Mais maintenant, tu peux partir, tu n'es pas obligé de rester. Il est resté. On a fondé une famille, une belle famille. Aujourd'hui, j'ai 3 enfants magnifiques. Mais il y a eu un hic dans cette famille que l'on a créée pendant 32 ans. Bruno n'a jamais réussi à m'aimer. Moi, j'étais très amoureuse de lui, mais lui n'a pas réussi à m'aimer. On est parti sur une mauvaise base. J'ai énormément souffert. Je pense que lui aussi, il a été pris au piège dans une histoire qui n'était pas la sienne, avec au milieu un agresseur. Lui, cet homme de 35 ans qui a volé mon enfance. En décembre 2013, le 9 décembre 2013, je suis sortie de la sidération violemment au travers d'une tentative de suicide. J'ai revécu mon premier viol d'octobre 78. Et là, j'ai pas compris ce qui se passait. J'ai écrit un long mail à mes enfants et à mon mari et je leur ai expliqué ce qui se passait. Ils étaient tous au courant de mon histoire, parce qu'entre deux, j'avais quand même expliqué. Car à l'âge de 28 ans, je suis allée voir mes parents pour leur dire, voilà, j'ai été violée par HF. Je vais le dénommer comme ça parce que c'est compliqué, il est encore vivant, donc je peux toujours pas, j'ai pas eu de procès, j'ai rien eu de tout ça. Et je voudrais porter plainte. Et mes parents m'ont ri au nez en me disant, tu mens. On peut pas te croire. Lui, un homme si bien, c'est pas possible. Et là, waouh. Là, on se prend une baffe, mais quelque chose d'énorme. Il n'y avait pas de prescription, je pouvais encore espérer l'aide de mes parents. Non, au lieu de ça, je me suis retrouvée seule face à moi-même, seule face à ma vie de couple qui n'était pas vraiment une vie de couple, seule face à mes enfants. J'ai consacré ma vie à mes enfants. J'ai somatisé terriblement. J'ai été très malade. Bien malheureusement,
Ma vie familiale s'est prolongée comme telle jusqu'en février 2016. J'ai interrogé mon mari. Je lui ai dit, mais écoute, est-ce qu'un jour, tu vas pouvoir m'aimer? Est-ce qu'un jour, tu vas pouvoir me dire que tu m'aimes? Et là, il me répond, avec toute sa franchise que je dois lui accorder tout de même. Bien, écoute, Corinne, je peux pas te dire que je t'aime, parce que je ne t'ai jamais aimée comme toi, tu l'attends. Je t'aime pour être la mère de mes enfants. Tu es une femme extraordinaire, mais je ne t'aime pas comme toi, tu attends. Et je lui ai répondu, mais tu sais, je crois qu'on va divorcer. Quand? Je ne sais pas, mais je sais qu'on va divorcer un jour. Les mois se sont écoulés et j'ai commencé à m'ouvrir sur le monde extérieur, chose que je n'avais jamais fait tout au long de ma vie. Et je suis donc allée sur le monde social de l'extérieur sans savoir où j'y mettais les pieds. 5 août 2016. Ça faisait quelques semaines que je fréquentais un groupe d'hommes et de femmes où on se retrouvait. Et quelques jours auparavant, un ami, que je pensais être un ami, me dit, tiens, passe me chercher vendredi après-midi, viens boire un café à la maison avant qu'on se retrouve tous ensemble. Rien d'ahurissant dans tout ça. Je passe le chercher. Je suis pas ressortie. Je suis restée enfermée plus de 12 heures. Je ne me souviens pas de grand-chose d'ailleurs. Qu'est-ce qui s'est passé dans mon café? Je ne sais pas. Je me suis réveillée le lendemain matin, 7 heures du matin, violée, ça c'est sûr. Lourdement blessée. Je saignais, je pouvais à peine marcher. Je suis rentrée chez moi dans un état de dissociation tel, je n'ai rien dit, je n'en ai parlé à personne. On avait l'habitude, mon ex-mari et moi-même, de boire un café pas très loin de la maison. J'ai eu un flash, on buvait notre café ensemble sur la terrasse. Je lui ai dit ce qui s'était passé le 5 août 2016. L'après-midi même, j'ai fait une nouvelle tentative de suicide. Quelques mois plus tard, j'ai quitté le domicile familial et conjugal. J'ai tenté envers et contre tout de me dire, il faut que je refasse ma vie. Il faut que j'arrive à oublier mon mari, il faut que je refasse ma vie. C'était compliqué parce que quand j'ai quitté ce domicile conjugal, j'étais terriblement amoureuse de mon mari. Mais je savais que je devais le quitter pour que lui puisse enfin avoir le droit de vivre et de rencontrer quelqu'un qu'il aimerait certainement. Très vite, il a rencontré cette personne avec qui il est aujourd'hui et qu'il aime profondément. Moi, j'ai rencontré quelqu'un aussi. Au début, tout s'est bien passé. C'était une personne comme j'attendais, qui a su me démontrer de l'affection, de la tendresse, tout ce que je pouvais espérer. Mais 12, 18 mois plus tard, les choses se sont gâtées. Son vrai visage est apparu. Et là, j'ai vécu avec lui des obligations sexuelles que jamais, jamais dans toute ma vie, mon mari m'avait demandé de vivre. J'ai vécu des scènes de violence, des viols conjugaux à répétition, tout cela dissocié. Le dernier date du 10 mai 2020. Septembre 2020, je lui ai dit qu'il fallait qu'il parte. Je ne sais même pas si lui a eu conscience un seul instant que tout ce que j'ai subi, c'était des viols. Je lui en ai fait part. J'ai beaucoup souffert de ça, vraiment beaucoup souffert, parce que je pense que quand on a subi des violences très jeunes, on reste non seulement à marquer jamais, mais je pense que pour le commun des mortels, c'est quelque chose que l'on voit sur nous. Muriel, la première fois que je l'ai rencontrée, elle m'avait dit, Corinne, l'origine vient de votre petite enfance, il faudra trouver. Je voyais pas ce qu'elle voulait dire. Pour moi, l'origine, c'était mes 12 ans et demi. Mais elle avait raison. L'origine venait de quelqu'un qui m'était très proche, avec qui je vivais quand j'étais enfant. Cette personne qui était proche, c'était mon géniteur. J'ai subi l'inceste dès l'âge de 2 ans et demi. Je m'en suis rendu compte le 30 janvier 2020. J'ai eu un flash violent dans la cuisine. Je me suis levée un jeudi matin. J'étais prise de flash, de vomissements. Et je me suis vue, la petite Corinne, dans sa robe rose. Et là, je me suis dit, waouh, qu'est-ce qui se passe là? Je comprends pas. J'ai appelé Muriel aussitôt et je lui ai dit, Muriel, j'ai des flashs très bizarres. Je comprends pas. Je sais pas ce qui se passe là, mais je me vois moi, je vois mon géniteur, je me vois des scènes d'une rare violence. Et après, je me suis vue, j'avais 2 ans et demi, 3 ans, dans une petite robe jaune. Et là, j'ai foncé dans les photos de famille que j'ai à l'étage. Et je me suis dit, je veux savoir si c'est mon esprit qui vagabonde ou si ces photos, elles existent réellement. J'ai retrouvé ces photos, je les ai envoyées à Muriel. J'ai vu des photos de ma mère dans une certaine robe. Je me suis dit, il faut que je trouve ces photos avec ma mère dans ces robes. J'ai retrouvé ces photos, donc je me suis dit, bon, mon esprit galvaude pas, tout cela existe bien. Depuis ce jour, je dirais que mon esprit s'est calmé par rapport au flash. Mais maintenant, j'ai beaucoup de mal à vivre avec tout ça. C'est compliqué. Je suis envahie par ce sentiment permanent d'avoir été éduquée pour devenir une parfaite pute.
Je vais choquer, mais tant pis. Parce qu'aujourd'hui, j'aimerais pouvoir avoir le droit de vivre, avoir le droit d'aimer ou d'être aimé. Mais quoi que je commence comme relation, je suis complètement obnubilée et l'impression de me comporter comme une pute avec un homme aujourd'hui. C'est compliqué, c'est beaucoup de souffrance, c'est terrible pour moi. J'ai eu l'occasion d'avoir une relation merveilleuse au mois de janvier qui m'a fait énormément souffrir. Pourquoi ? Cette personne qui aurait pu être importante dans ma vie, heureusement que je l'avais informée de mon passé moche, qui pue, je dirais entre guillemets assez dégueulasse, parce que pour moi il n'y a pas d'autre terme, a été mis au courant par une amie que l'on a en commun de tout ce que j'avais vécu. Et là, je me suis dit, le monde est petit, quoi. C'est bien moche. Une personne de ma famille, du côté de mon ex-mari, avait informé cette amie que l'on a en commun de tout ce que j'avais vécu. Et donc, cette personne a dit à cette amie, nous avons une relation d'1 mois ensemble, tu devrais faire attention parce que tu sais, Corinne a vécu du lourd, elle a eu un passé difficile, moi je serais toi, je ferais attention quand même. Notre relation n'a pas pu perdurer. J'ai énormément souffert de ça. Le 14 février, j'ai à nouveau déconné parce que je me suis dit, mais est-ce qu'un jour je vais avoir le droit moi aussi de revivre quelque chose d'aussi beau, d'aussi intense que j'ai pu vivre avec mon ex-mari, mais qui soit une vraie alchimie, quelque chose qui soit partagé. C'est compliqué en fait parce que j'ai l'impression que je serai toujours polluée par mon passé. Aujourd'hui, j'ai 55 ans. Ce passé très moche a entaché terriblement ma vie professionnelle, a entaché ma santé. J'ai été très malade. J'ai toujours des séquelles aujourd'hui. Mon passé a également fait énormément souffrir mes 3 enfants. Et il y a des jours, je me dis, j'en ai marre de me battre. Je voudrais arrêter parce que c'est trop difficile, parce que c'est trop de souffrance, parce que j'ai plus la force. Donc, c'est compliqué. Aujourd'hui, je vis seule. Je passe mon temps, une grande partie de mon temps à aider ceux qui ont besoin, parce que je me dis au moins, ce qu'on n'a pas fait pour moi, j'essaye de tendre la main à tous ceux qui ont besoin. Mais j'aimerais tellement pouvoir rencontrer une personne qui soit saine, qui soit simple, qui puisse me donner quelque chose de simple en retour, avoir un peu d'affection. Mais je sais que c'est compliqué parce que dans une quelconque relation, dès que je débute une quelconque relation, qu'est-ce que je dois faire, moi ? C'est expliquer à minima mon passé. Alors, il y a 2 solutions. Soit je fais fuir tout de suite, soit je vais être face à quelqu'un d'un peu taré qui va profiter de mon passé, soit je vais être face à quelqu'un qui va comprendre et c'est moi qui vais me sentir très dégueu, comme une pute. C'est compliqué. C'est très, très compliqué. Je fais un travail admirable avec Muriel. Là, depuis 2 mois et demi, j'ai commencé le MDR parce que je suis envahie de flashs qui m'empêchent justement d'établir une relation saine, propre, où je puisse me sentir bien. J'ai du mal à faire confiance. Je suis envahie par la peur de l'autre. Je suis détruite. Beaucoup de gens connaissent mon histoire parce que j'ai fait une émission télévisée en 2014. J'ai fait quelques émissions de radio. J'ai écrit quelques articles. Mon agresseur est au courant de tout. Donc, en fait, je suis un peu sa bête noire aujourd'hui. Alors, quand on voit Corinne, on a l'impression d'être face à une personne extrêmement dynamique, forte, mais en même temps, au fond de moi, je suis assez démolie, quoi, parce que je suis envahie par cette grande solitude où moi aussi, je me dis, mais est-ce qu'un jour, je vais pouvoir me lever et me dire, je sais pas combien de temps il me reste à être sur cette terre, mais est-ce qu'un jour, je vais pouvoir avoir un peu de bonheur et de me dire, c'est pour moi. Moi aussi, j'ai le droit aussi un petit peu, quoi. Aujourd'hui, il reste que ma mère. Mon géniteur est décédé il y a 23 ans. Ma mère est là et c'est quelqu'un que je déteste, que je n'aime pas du tout parce qu'elle n'a rien fait pour que tout ça soit évité. Je suis incapable de la prendre dans les bras, de l'embrasser, je lui veux pas de mal, je lui ferai jamais de mal, mais c'est compliqué, la relation est compliquée, quoi.
Je peux pas la voir ou quoi que ce soit parce que si je la vois ou si je l'ai au téléphone, ça me replonge automatiquement dans ce que j'ai vécu quand j'étais enfant et je lui en veux tellement, de n'avoir rien vu, de ne pas m'avoir porté secours que ça me pollue et c'est difficile. Et je dirais que heureusement que j'ai 3 enfants merveilleux. J'ai mon ex-mari aujourd'hui qui m'est d'un grand secours, qui vient me voir régulièrement et qui m'écoute et qui m'aide et qui m'oriente quand je vais mal. J'ai des amis formidables qui m'écoutent et avec qui je partage beaucoup. Mais c'est difficile, c'est très difficile, franchement, parce que on a l'impression d'être des proies vivantes dès qu'on sort. On a l'impression d'être des proies vivantes, comme si c'était inscrit sur nous, c'est rentré dans notre chair. Enfin, je fais pas une seule nuit normale et sereine. J'ai des flashs en permanence la nuit, j'ai des cauchemars en permanence. J'ai l'odeur de mon agresseur quand j'étais gamine. J'ai l'impression parfois qu'il me suit dans la maison. C'est épouvantable. Alors parfois, quand il est dans la ville où j'habite et qu'il est là parce que ses enfants sont dans la même ville que moi. Alors là, c'est cauchemardesque pour moi. C'est difficile. Il y a des moments où je me dis, est-ce que je vais y arriver toute seule? Enfin, toute seule, je sais que je suis pas seule. Muriel et la psy qui me fait le MDR m'aide beaucoup, mais bientôt 7 ans de thérapie quand même. Je me dis, bon, encore combien d'années? J'essaye tout. J'en parle. Aujourd'hui, je ne suis plus habitée par la honte, autant que je l'ai été longtemps. Je me suis sentie tellement longtemps coupable, responsable, parce que ça, j'en ai entendu. Hein. Pourquoi t'es pas partie? Pourquoi t'as accepté 2 fois par semaine? Pourquoi t'as pas dit non? Pourquoi j'ai pas dit non quand vous avez 12 ans et demi, 13 ans, on est dans les années 80? Bah oui, pourquoi t'as pas dit non? Parce que tu peux pas dire non. Parce qu'on te formate pour ne pas dire non. Voilà. Je sais qu'aujourd'hui, son ex-femme, à lui, est au courant de ce que j'ai vécu. Dès qu'elle me voit, elle fuit les trottoirs, donc elle est bien au courant de tout ça. Je pense que ça l'a bien arrangé, hein, que ce soit moi qui prenne plutôt qu'elle. Donc lui, aujourd'hui, il faut savoir que, sans que je donne son nom, c'est quelqu'un qui vit en Afrique, qui a été ministre dans son pays, qui a 72 ans et qui coule des jours heureux et qui a serré la main de plusieurs de nos présidents. Et voilà, et la vie est belle hein, pour lui, hein, c'est magnifique. Il n'a jamais été inquiété de quoi que ce soit. Et voilà, c'est juste affolant, parce qu'en fait, je me suis longtemps posé la question pourquoi il m'a choisi moi sur nous 4, mes frères et sœurs. Mais en fait, je l'ai compris que l'année dernière, le 30 janvier 2020, quand j'ai su que moi, j'avais été victime d'inceste par mon géniteur. Et là, j'ai fait waouh. Et pourquoi j'ai été victime d'inceste? Je vais vous expliquer. J'ai appris par ma sœur aînée que je suis née issue d'un viol. Voilà. Donc là, évidemment, toutes les choses s'expliquent, quoi. Toutes les choses s'expliquent. Quand vous êtes né issu d'un viol, c'est que vous n'avez pas été franchement désiré. Donc, mon parcours de vie est déjà très entaché, quoi. Donc, c'est difficile de se construire. C'est même très compliqué. C'est même très, très, très compliqué. Merci à Corinne pour sa force et pour son courage. Continuons de nous exprimer et de nous battre ensemble pour faire reculer les violences. Il était temps. 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 Il était temps qu'on se parle.